Strasbourg, mardi 14 octobre 2004. L'échafaudage qui entourait la flèche de la cathédrale depuis l'an 2000 a presque entièrement été retiré désormais. Ma mission commence, celle de te raconter ce que furent les 5 années de travaux qui s'achèvent ces jours-ci. À toi. Toi. Toi qui n'es pas encore né. Toi qui seras parmi les prochains restaurateurs de notre flèche. Toi qui monteras sur ces hauteurs dans les temps à venir. Et nous l'espérons tous le plus longtemps possible après notre mort. Sera-ce dans 60 ans, dans 70 ans, dans 100 ans, dans plus longtemps encore? Nul ne sait. Mais tu referas la montée qu'ont accompli les acteurs de notre temps, et tu y amèneras, comme eux, les idées, les connaissances, les hésitations, les certitudes, la jeunesse et la musique de ton époque. Je ne pourrais pas tout dire. Ce furent 5 années, et des dizaines, des centaines de personnes concernées de près ou de loin. Mon récit sera seulement celui d'hommes et de femmes qui, au début du XXIe siècle, furent réunis un temps pour que te soit transmis cet extraordinaire témoin du génie des hommes, comme eux-mêmes l'avaient reçu de la haute lignée des bâtisseurs, puis des conservateurs alsaciens depuis presque 6 siècles. Il y a bien des choses que tu sais déjà, et je ne t'apprendrai pas que la flèche a été élevée sur la tour nord de la cathédrale de Strasbourg entre 1400 et 1439 par Ulrich Denzingen puis Jean Hülz. Qu'il s'agissait alors de parachever la cathédrale par une tour d'une hauteur jamais approchée, que cela fut fait et que jusqu'à la fin du XIXe siècle, la cathédrale de Strasbourg fut le plus haut édifice construit par l'homme dans le monde chrétien. Fera-t-elle toujours dans ton époque autant que dans la nôtre l'objet de l'orgueil et de l'amour jaloux des Alsaciens, et sera-t-elle autant leur point de ralliement? Peut-être te souviens-tu que la cathédrale et le tissu urbain qui l'entoure viennent d'être inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO, et peut-être même cet organisme existe-t-il toujours en 2100. La protection qu'il assure est en tout cas un des éléments qui nous laisse penser que Strasbourg parviendra à bon port à ton époque. Tu sais aussi certainement que la cathédrale a une longue histoire, et que depuis sa construction, la flèche a été durement frappée, au moins une fois par siècle, par la foudre ou par les séismes, quand ce n'est pas par les malheurs de la guerre et les révolutions humaines. Et que, partant, elle a été l'objet d'au moins une grande restauration par siècle, qui furent autant de substances humaines apportées à sa structure pour la revitaliser. Et puis, il y a le statut légal lui-même de la cathédrale, qui a souvent changé au gré du temps. Qu'en sera-t-il dans ces années des prochains travaux sur la flèche? Toi seul, bien sûr, peux répondre. Mais sais-tu au moins seulement qui était qui et qui faisait quoi sur ce monument en 2004? Il y avait, pour faire simple, 3 intervenants. D'abord, le maître d'ouvrage et propriétaire de la cathédrale, l'État français, représenté par la Direction régionale des affaires culturelles, DRAC, qui prenait toutes les décisions et organisait les travaux. Et puis, l'Église catholique romaine, son affectataire, qui lui conservait sa vocation de culte chrétien et qui faisait l'entretien courant des parties intérieures. Enfin, il y avait l'œuvre Notre-Dame, organisme pluriséculaire qui avait toujours dépendu de la ville et qui accompagnait la cathédrale depuis plus de 8 siècles. En 2004, la DRAC siégeait au Palais du Rhin, et pour ce qui concerne les monuments historiques, elle agissait sous l'autorité du conservateur régional. Entre 2000 et 2005, se succédèrent à ce poste François Pétry, puis Simon Piéchaud. Dans le même temps, l'œuvre Notre-Dame connut 3 administrateurs successifs, Catherine Albax, Alain Kunzmann et Christophe Boulle. Et la ville de Strasbourg était dirigée par 2 maires, Catherine Trautmann, puis Fabienne Keller, avec à ses côtés Robert Grossmann. Entre l'œuvre Notre-Dame et la DRAC, une personne faisait le lien, l'architecte en chef des monuments historiques responsable du monument, Christiane Schmuckle-Mollard. Elle était aussi l'architecte de l'œuvre Notre-Dame depuis 1999, quand les 2 postes avaient été réunis par souci d'efficacité. Nos prédécesseurs les plus immédiats avaient, comme nous, monté un échafaudage en 1930, il y avait moins de 70 ans, lors de la dernière campagne séculaire de restauration. Mais à la fin des années 1990, surgirent des inquiétudes sur des chutes possibles de matériaux et sur une éventuelle fragilité de la flèche. Les artisans de l'œuvre, observateurs permanents, en alertèrent la DRAC d'Alsace.
une étude fut diligentée qui confirma ces risques de chute. La réaction fut immédiate, et c'est là que commence mon récit. Il a été décidé, dès septembre 1999, de mettre en sécurité cette partie de l'édifice. La mise en sécurité comprenant notamment la mise en place d'un échafaudage qui permettrait d'intervenir dans des conditions optimales sur l'ensemble du périmètre de cette tour. Mais en même temps que se décidait la protection du public par l'échafaudage, le projet se forma de profiter d'un tel appareillage pour étudier l'état de la flèche et éventuellement d'entreprendre une restauration de grande ampleur. L'État s'appuya alors sur l'œuvre Notre-Dame. Nous, à l'époque, on avait une disponibilité financière qui était liée au report d'un projet d'aménagement et donc on a proposé à l'État de prendre en charge l'échafaudage et donc la mise en sécurité. C'est à partir de ce comité de pilotage que l'œuvre Notre-Dame, sous la direction de Christiane, a pris la mise en sécurité de la flèche. Christiane Schmuckle-Mollard et l'œuvre Notre-Dame eurent alors pour tâche d'établir en 2 mois, de septembre à novembre 1999, les cahiers des charges nécessaires. Le cabinet Crocci de Rome réalisa le modèle mathématique de la flèche et détermina les paramètres de l'ouvrage à installer, en particulier en matière de prise au vent et de mise en place d'un filet de protection. L'échafaudage a été étudié de telle sorte qu'on ait un poids le plus léger possible. Les études de prise au vent et de force latérale faites par l'ingénieur nous ont démontré qu'il ne fallait absolument pas employer ce filet de protection pour éviter justement des moments de renversement et des problèmes de prise au vent, puisque à une telle hauteur, on doublait entre le niveau bas de la flèche et le niveau haut, la prise au vent et le mouvement de poussée latérale. Donc pas de filet, un seul niveau de tissu tendu, c'est le niveau du par gravois et c'est le niveau bas de la flèche qui sert de point de départ à cet échafaudage. Mais avant toute chose avait été mis en place sur le parvis, en plein marché de Noël, un périmètre de sécurité, c'est-à-dire une zone strictement interdite au public et où les chutes d'éléments étaient possibles. Le chantier commença pour les monteurs de la société Entrepose en janvier 2000. À moins que le climat ne se soit, comme on le prédit, passablement réchauffé à ton époque, tu devineras que les températures furent très basses, à une altitude que tu connais, plus de 100 mètres, et dans des conditions de travail de haute montagne qui, elles, seront toujours là. Ils ont énormément souffert du froid, des intempéries et du vent, puisque entre décembre 1999 et fin mars 2000, on avait des températures régulières qui avoisinaient les moins 10 degrés. Donc une journée complète dans ces conditions météo, c'est assez éprouvant pour les monteurs. Mais le caractère d'urgence était toujours présent quant à la mise en sécurité de la flèche. Donc il y a eu quelques jours d'intempéries, certes, mais nous avons poursuivi le montage même à des conditions de température bien en dessous de zéro. Tout s'était mis en place en quelques semaines seulement, et il fallait veiller à ce que le travail des futurs restaurateurs fût effectivement possible dans de bonnes conditions par la suite. L'œuvre Notre-Dame décida d'affecter en permanence auprès des monteurs d'Entrepose un artisan tailleur de pierre très au fait des nécessités de son métier, Thomas Vetter. Les monteurs ne connaissaient pas du tout le métier de tailleur de pierre et donc ne savaient pas les pierres qui seraient susceptibles d'être enlevées et remplacées. Et donc la place qu'il nous faut, l'espace qu'il nous faut pour travailler, quoi. Donc, moi, on essayait de voir ensemble comment faire au mieux pour qu'on puisse après restaurer sans être emmerdé avec un échafaudage. Donc on a eu un travail constant avec l'entreprise pour que les grands schémas de l'échafaudage soient conformes aux calculs initiaux, mais qu'ensuite dans la réalité du montage, chaque tube soit posé de telle manière qu'ensuite il soit possible soit de le retirer facilement pour réaliser la restauration avec modification des calculs, réception au nouveau de l'échafaudage, soit restauration en l'état avec l'échafaudage tel qu'il est.
On a validé tous les appuis avec cette personne, on a validé tous les amarrages, tous les appuis de l'échafaudage. Il est certain que quand on intervient sur un édifice comme ça, avec une histoire pareille, on ne s'implante pas comme on veut, on ne s'amarre pas comme on veut, donc on a à chaque fois des autorisations du client au préalable à avoir avant de s'implanter sur tel ou tel endroit de l'édifice. Dans ce monument tout en hauteur et en exiguïté, de toute éternité, l'acheminement des matériaux fut la difficulté et la prouesse majeure. Dans la phase, je dirais, travaux, donc restauration de la flèche, on va être à même de réaliser un certain nombre de modifications pour permettre l'accès des nouvelles pierres sur l'édifice. Parce que comme on peut le voir actuellement, il n'y a pas toujours une distance nécessaire et suffisante pour permettre la restauration des anciennes pierres. Donc, après la demande de l'œuvre Notre-Dame, nous interviendrons, Entrepôt d'échafaudage interviendra pour faire des modifications tout en assurant toujours la stabilité générale de l'ossature. Cet échafaudage a été réalisé à partir d'un ascenseur, le niveau 72 mètres avec un ascenseur très confortable qui permet de monter le matériel. À l'intérieur du fût existe la possibilité d'un treuil avec poulie pour monter les matériaux. Et l'échafaudage lui-même est porté en bascule sur 2 poutres en croix qui passent en partie haute du fût. L'audace de l'ouvrage reposait en effet sur sa conception. Pour n'exercer aucune pression sur la pierre, l'échafaudage fut conçu à partir d'une base formée par une poutre métallique en croix qui le supportait entièrement. C'est tout un édifice qui est appuyé sur la flèche, embuté sur celle-ci, et en aucun cas accroché. Par contre, les 12 derniers mètres, eux, ne bénéficient d'aucun appui sur la flèche. C'est-à-dire qu'ils sont autostables, effectivement. C'est parce que le sommet de la flèche est plus fragile, forcément parce que plus mince, et on ne peut pas se permettre des efforts supplémentaires sur l'extrémité de la flèche. Tout est protégé avec des cales en bois, y compris des plaques de caoutchouc, de manière à ce qu'il n'y ait pas de dégradation de quelque nature que ce soit au niveau de la pierre. Nous avons conçu l'échafaudage de telle manière qu'on crée des planchers de service donc tous les 2 mètres qui épousent au mieux la géométrie assez compliquée de l'édifice. Donc à partir de là, on a toute une structure de service donc équipée de garde-corps réglementaires, de plaintes, d'échelles d'accès et donc de planchers de travail à proprement dit. S'il est un élément dont les restaurateurs de notre temps furent particulièrement fiers, c'est qu'aucun accident ne fut à déplorer en 5 années de travaux. La DRAC et l'œuvre Notre-Dame avaient fait de la sécurité des personnels, d'un bout à l'autre du chantier, leur priorité absolue. À coup sûr, cette dimension du respect de la vie humaine témoigne-t-elle d'un progrès de notre époque sur ses devancières? Espérons qu'il en sera toujours de même à l'avenir. Comme tous travaux d'importance sur un monument, en tout cas tous ceux qui font appel à plusieurs entreprises, les exigences de sécurité nous imposent d'avoir affaire à un personnage qui s'appelle le coordonnateur santé et sécurité. Voilà. Ce coordonnateur a pour rôle de rendre attentif à la fois l'entreprise, le maître d'œuvre, le maître d'ouvrage, sur toutes les dispositions de sécurité qui seront prises dans le cadre du déroulement d'un chantier pour rappeler en permanence aux entreprises les dispositions de sécurité qu'il faut prendre pour des interventions de ce type. Au fur et à mesure du montage de l'échafaudage, les artisans de l'œuvre Notre-Dame avaient effectué une purge de sécurité, c'est-à-dire qu'ils avaient retiré tous les éléments de pierre qui présentaient un risque évident de chute. Commencé juste après une très grande tempête qui ravagea notre Europe en décembre 1999 et qui resta longtemps dans les mémoires, le montage fut exemplaire. Et au mois de mars 2000, la flèche de la cathédrale était, pour presque 5 années désormais, entourée d'une fine résille métallique. En même temps que l'échafaudage était assemblé, commençait, sous la direction de l'architecte en chef des monuments historiques, un long et minutieux travail d'étude destiné à comprendre la nature exacte des problèmes que la flèche rencontrait. Cela impliquait non seulement un effort d'observation et d'analyse, mais aussi une profonde réflexion sur l'édifice lui-même. La flèche de la cathédrale est en effet une création originale,
l'œuvre d'un artiste de génie qui ne ressemble à aucune autre. Elle s'élève sur une haute tour de 8 côtés, l'octogone, qui est faite de 8 immenses piliers reliés par des arcs en leur sommet et engendrant de ce fait 8 baies, 8 fenêtres géantes. À cette tour sont accolés 4 fins escaliers extérieurs en colimaçon qui sont réunis à la partie haute par des ponts très légers. C'est à partir du sommet de cette tour de 8 côtés que commence la pyramide de dentelle de pierre sculptée qui est la flèche elle-même et que les équipes de l'an 2000 avaient en charge de restaurer. Elle est la combinaison de 8 escaliers tournants et convergents qui montent vers la pointe en s'appuyant sur les 8 arêtes de l'octogone et se réunissent au 6e niveau dans un dernier escalier central. Autour de cette structure se déploie toute une dentelle de pierre, ce que les artisans appellent le décor, d'innombrables pièces comme les balustrades, découpées, ajourées, évidées, pour ne donner aucune prise au vent, mais à la pierre l'air d'être légère comme l'air. Dans la partie haute, une corbeille décorative forme une sorte de couronne, à partir de quoi monte le fût qui supporte les 4 branches de la croix de pierre corsetées par un appareillage de métal. Tout en haut est installé le paratonnerre. Mais si la flèche est incontestablement l'œuvre des hommes qui l'ont élevée, elle est aussi pour partie celle des restaurateurs qui se sont succédés dès le XVIe siècle et qui, s'ils l'ont conservée, l'ont aussi, chacun à leur tour, insensiblement modifiée, comme alimentée avec leur époque. Et tu sais sans doute qu'il y a peu d'exemples au monde d'édifices qui aient été l'objet de soins si attentifs et si constants dans l'évolution des siècles, des hommes, des techniques. Peut-être est-ce la marque du génie de cet espace à la fois si audacieux et si conservateur qu'est le monde rhénan. Pour notre époque, les questions principales venaient du matériau même, c'est-à-dire de cette pierre si alsacienne qu'est le grès. Or, le grès, c'est du sable, mais du sable qui s'est aggloméré au fil des âges, consolidé, compressé, endurci. Il y a par conséquent autant de grès différents qu'il y a de conditions de formation. Par le mot de grès, on désigne ainsi une sorte de roche qui présente d'un bloc à l'autre des différences parfois très grandes. Certaines sont encore friables, d'autres au contraire se présentent sous forme très compacte. Le choix qu'on en avait fait pour la flèche dans le passé et celui qu'on allait en faire désormais était donc essentiel. Mais d'abord, d'où vient cette couleur si particulière, ce rose et ce doré changeant, qui ont tant fait pour la gloire de Strasbourg? La couleur rose du grès est due aux oxydes de fer, qui ne se trouvent d'ailleurs pas en très grande proportion. Ça représente en pourcentage d'oxyde de l'ordre de 1,5% du total de la roche. Et la couleur de grès est d'autant plus colorée d'une façon uniforme que ces oxydes sont dispersés comme un pigment dans la roche. Quand les oxydes sont concentrés en lis, eh bien, on a des concentrations des couleurs, des lits plus sombres qui alternent avec les lits plus clairs. La multiplicité des grès se retrouve dans la flèche, qui, si elle fut bâtie avec des pierres provenant des carrières de Vasselonne à quelques kilomètres de la ville, que l'on voit sur ces images, fut restaurée avec des grès de nature et d'origine différentes au cours des siècles. C'est ainsi que pour comprendre l'édifice afin d'agir sur lui, il parut indispensable à l'équipe de nos restaurateurs de pénétrer le mieux possible son histoire, c'est-à-dire celle des restaurations successives. Au XVIIe siècle, la flèche est démolie 2 fois. Une fois sur une hauteur d'environ 9 mètres et ensuite en 1654 sur 15 mètres de haut. Et l'architecte Éclair la restaurera en 3 années puisque la restauration sera achevée en 1657. Ces restaurations sont dues au coup de foudre du XVIIe siècle. On le voit bien, c'est les pierres claires qui ont été rajoutées. On le voit aussi au niveau aspect de taille, mais ça c'est moins important. Donc là, ça a carrément touché la structure porteuse de la flèche. Donc là, ça rentre carrément dans les parties porteurs et je crois que ça descend même plus bas.
En plus, on est côté nord-est. Et nord-est, je crois savoir qu'en Alsace, les orages qui viennent de ce côté-ci sont toujours très très violents, au point du foudre. Aux coups de foudre, aux séismes, aux tempêtes, ajoutons les malheurs de la guerre. La flèche a toujours été restaurée et de façon parfois considérable. Elle constitue dans certaines parties vulnérables un véritable patchwork de grès très différents. C'est pourquoi il fut imaginé d'établir, sous la direction de Christian Schmuckle-Mollard, ce document dont l'utilité grandira sans doute dans les siècles à venir, la cartographie pierre à pierre de la flèche. Pour cela, avant que ne soit installé l'échafaudage, on procéda à un relevé photogrammétrique au moyen de photographies par hélicoptère. Ce relevé servit à l'établissement de fonds de plan, complété par le travail sur place de l'appareilleur Jean-Pierre Clore. Sur ces plans, on reporterait ensuite toutes les informations qu'on aurait sur chaque pierre. Ces informations, collectées par l'équipe de l'œuvre Notre-Dame, étaient de trois natures. D'une part, on essaya de déterminer à quelle époque chacune des pierres avait été installée sur la flèche. Ce fut un long et patient travail sur des documents d'archives, mais surtout de très savantes déductions et des recoupements dignes d'une enquête policière. Cet ouvrage ne pouvait être mené à bien que par un observateur averti, Clément Kelleter, artisan et sculpteur qui arpente la cathédrale depuis plus de 40 ans et qui maintient la haute tradition de connaissance de l'édifice qui fit la raison d'être et le prestige de l'œuvre Notre-Dame au cours des âges. Il procéda en premier lieu par des observations directes, l'aspect visuel, l'aspect de taille qui est la marque d'une époque d'artisans, mais aussi les tâcherons, ces modestes signatures que laissèrent les tailleurs de pierre à leur passage au fil des temps. Là, je suis en train de cartographier les époques de restauration. Donc, je commence par les originaux, qui sont les plus nombreux. Donc, je les mets en jaune. Donc, pour les reconnaître, c'est relativement aisé, ici, dans cette partie-là. Donc, on a du veiné, qui peut être rouge veiné ou jaune veiné, ou les deux sur une seule pièce. On a le trou de griffe qui servait à la pose, vu qu'il n'y avait rien au-dessus, hein, il venait du dessus, il posait la pièce. Ici, tout ça c'est d'origine. Les joints ne sont pas plombés, sont posés à l'ardoise. Il y a des petites cales en ardoise. Donc voilà, toute cette partie. Les escaliers comprises sont toutes d'origine. Par contre, le pilier d'en face, ici, il est restauré. Alors, premier constat, changement de pierre. C'est une pierre grise. Donc là, il y a déjà eu quelque chose. Il y a un aspect de taille relativement moderne, donc 17e ici. Les joints sont plombés. Et puis il y a des trous de coulée ici. Il n'y a pas de tâcheron. L'aspect de taille est charrué. Hein, on voit bien les petits stries. Là, c'est carrément horizontal. Donc là, il y a 2 ou 3 époques. Cette pierre, elle me dit quelque chose. Je l'ai vue en haut, au lanterneau. Ça peut être le grès gris que Heckler il utilisait pour reconstruire la partie haute. Donc je suis allé consulter les chroniques qu'on a dans nos archives. Et effectivement, Grandidier et Krauss, ils disent que la flèche a été gravement touchée côté nord-est dans sa structure. Donc je n'hésite pas, je reviens. Et je la colorie en rose pour la carto. Tout ça, c'est restauration de Heckler. Par contre, ça a été restauré après, au 20e, par cette console. Et de l'autre côté, il y a du 18e, on en voit une partie ici, qui est du grès rose-rouge, charrué. Ce grès rose-rouge, on le retrouve heureusement aussi dans le lanternon, avec une date, 1854. Donc sans hésiter, je la mets au 19e, je relis les chroniques et on redit 1854, gros coup de foudre, détruit partiellement le lanternon et une partie de la structure. Donc je suis assez rassuré de mon diagnostic qui a été confirmé par les chroniques. La deuxième série d'informations concernait la provenance des pierres et la troisième, l'état dans lequel elles se trouvaient au moment de l'observation. Ce qu'on appelle les pathologies, répertoriées en 9 groupes et marquées par des couleurs différentes sur le plan.
Donc on a créé une légende ici, fissure du ocellement, fissure du haut gypse, désagrégation après fissure du haut gypse, débit en plaque, encroûtement, desquame, délitage, pose en délit et désagrégation par sablage. Donc là, la pathologie de cette console qui est répertoriée ici, elle est en jaune. Donc là, la jaune, ça veut dire fissure du haut gypse. Donc la maladie, on la retrouve ici. La pierre, elle est complètement pulvérilante. Il y a plein de petites fissures qui, jour après jour, la pierre, elle se désagrège. Donc il faudra la changer. La réflexion sur le choix des pierres par les anciens est un sujet de discussion qui sera longtemps actuel dans les équipes de l'œuvre Notre-Dame. Nous, notre grès doit être parfait, c'est-à-dire pas d'argile, pas de litage apparent. Par contre, eux, apparemment, ils n'ont pas trop ce souci. Voir d'autres trucs déjà avant. Ouais, c'est assez... Bon, eux, ils étaient encore dans l'élan, ils savaient encore. Tandis que nous, on hésite, on ne sait pas trop. Il peut y avoir deux lectures, c'est on hésite, on ne sait pas trop, ils savaient mieux. Mais il y a la deuxième lecture qu'ils n'avaient pas d'autre choix, ou pas énormément de grès, où il était tellement cher à faire venir que s'ils avaient un petit défaut considéré à juste titre un défaut d'aspect, ils l'utilisaient quand même. Mais apparemment, le choix était meilleur qu'en 1930. Oui, la qualité de la pierre. Largement meilleure. Et c'est systématique. Oui. C'est 154. Donc vous voyez une restauration de 1930. Donc à cette époque, on a coupé cette pièce d'origine qui montait jusqu'ici. Problème de scellement, probablement. Donc on remet une nouvelle pièce qui est en très mauvais état par rapport à la pièce d'origine qui est intacte. Donc ici, on a le phénomène du délitage qui s'est produit là. Donc si on ne fait rien ici, il y a menace que la partie haute, elle s'effondre avec ceci là. On a un peu tendance à dire que actuellement les grès sont mal choisis ou comme ça. On s'aperçoit qu'ils n'étaient pas très maniaques non plus. Tout à fait. Sur le choix des grès, là il y a un interlié argileux. Dès les premières analyses, on constata avec beaucoup d'étonnement que les pierres les plus abîmées sur la flèche étaient pour la plupart les dernières qui avaient été posées, celles de la restauration de 1930, des grès gris provenant de la région de Saverne. Au contraire, selon Clément Kelleter, le grès choisi par les bâtisseurs était presque le meilleur choix possible, et en tout cas bien meilleur qu'aucun de ceux qui furent utilisés lors des restaurations successives. Avec le géologue Daniel Jeannette, il s'interroge dans le dépôt lapidaire des ateliers de la Méno, où sont entreposés les originaux retirés de la cathédrale. Ce qui me frappe, chaque fois que je suis venu, j'allais presque dire dans cette exposition, dans cette salle d'archives, des pièces anciennes de la cathédrale, et ce qui m'a frappé encore en visitant avant-hier la flèche, c'est que les grès qui sont en place, les grès d'origine qui sont en place et qui ne sont pas altérés, ne répondraient, disons il y en a en tout cas 1 sur 3 qui ne répondraient pas aux normes que l'on définit actuellement pour choisir les pierres. Répondraient pas. Ils ont tenu, mais actuellement ils seraient recalés, réformés d'office, parce qu'on va chercher une pierre homogène. Or, la pierre homogène, c'est vrai qu'elle est souhaitable dans certaines circonstances, la pierre visuellement homogène, c'est vrai, mais ce n'est pas parce qu'elle est visuellement homogène qu'elle va être homogène au point de vue des transferts capillaires et de l'évaporation. Ce n'est pas parce qu'elle est homogène visuellement que toutes ces qualités vont être comparables. En prenant une pierre homogène, on se réfugie, on se dit « Ah, elle est homogène, eh bien, on connaît à peu près ses qualités, donc on choisit une qualité moyenne. Et on ne choisit pas forcément la meilleure qualité. En choisissant la pierre homogène, on va éviter les catastrophes, les interlits argileux trop épais, les choses comme ça, mais on ne va pas forcément prendre la pierre la meilleure. La résistance des matériaux, par exemple, est un acquis tout à fait moderne. Je crois que la technologie et la virtuosité qu'elle permettait était expérimentale essentiellement. Elle était empirique. C'est le travail obscur des chantiers de génération et de génération qui, à force d'expériences, parfois d'ailleurs malheureuses, est arrivé à mettre au point cet art extraordinaire sans avoir les connaissances scientifiques que l'on pourrait supposer à la base.
Sur quels critères se baser dès lors pour choisir la bonne pierre en fonction de la place qu'elle occuperait sur la flèche? Eh bien, c'est la connaissance des tailleurs de pierre associée à celle des carriers qui fait que l'on peut choisir efficacement les pierres. Je crois que c'est à ce niveau-là. Il ne faut quand même pas oublier qu'en Alsace, d'abord, on a une chance. Il y a la tradition de l'œuvre Notre-Dame qui fait une tradition de connaissance de la pierre. Et puis, il y a aussi eu des carrières de grès en exploitation d'une façon continue. C'est-à-dire qu'il y a aussi une tradition chez les carriers. Et l'association carrier et tailleur de pierre, eh bien, il faut la privilégier dans le choix des pierres. Christian Schmücke-Mollard fit donc établir une triple cartographie de datation, d'origine et de pathologie des grès en œuvre sur la flèche. En superposant ces trois cartographies, en les comparant, on pouvait tirer des conclusions sur les raisons des désordres et sur les moyens à mettre en œuvre pour y remédier. On s'aperçut que c'était la face nord-est qui avait le plus souffert au cours du temps, c'est-à-dire la face la plus exposée au vent, au gel, aux pluies. C'était la partie la plus vulnérable, donc la plus restaurée, surtout dans cette dentelle de pierre que sont les éléments de décor en saillie. Alors, vous voyez ici, en superposant les désordres et la nature du grès, on arrive à savoir quel est, nous avons également un cahier photographique, quelles sont les mesures à prendre, quelles sont les pierres touchées, s'il suffit d'un nettoyage et d'une reminéralisation ou si la pierre est à remplacer. Donc, toutes ces planches sont traduites dans un cahier pratique destiné à élaborer le programme de travaux. Ce travail a été largement entamé par l'équipe de l'œuvre et on sait aujourd'hui quel est le pourcentage de pierres à employer, sachant que dans cette partie de l'édifice, il est évident sur la flèche, mais comme sur de nombreuses interventions désormais, la volonté est de conserver au maximum le matériau ancien. Vous voyez qu'ici, il y a tout de même une relative authenticité de la flèche d'origine et que ce sont les parties les plus fragiles, c'est-à-dire les décors et les balustrades, qui ont été remplacés au fil du temps à différentes époques. Les conclusions de la cartographie et les observations faites sur place furent rassemblées dans des cahiers qui servirent de support à l'étude préalable, document officiel que l'architecte devait remettre aux autorités pour justifier le bien fondé de ses décisions. Ces cahiers permirent de chiffrer au plus près le coût prévisionnel du chantier et d'évaluer sa durée. Pour ce travail, l'architecte fut secondé par Philippe François, vérificateur des monuments historiques, qui dut anticiper une entreprise dont les développements étaient loin d'être encore tout à fait fixés. On a déjà une expérience sur des réalisations passées et moi je suis intervenu au niveau de l'estimation à partir de temps d'intervention. C'est-à-dire que pour monter à la flèche, eh bien, il faut déjà un certain temps. Donc il faut tenir compte de ce temps-là dans le travail à effectuer. En même temps, vous parliez des modifications de programme et des annexes supplémentaires de travaux. Ça, je dirais que c'est le lot quotidien de la restauration, parce que quand on restaure, on commence à dépouiller le bâtiment, on commence à intervenir, et puis on s'aperçoit qu'il y a des éléments qu'on ne pouvait pas voir, qu'on ne connaissait pas, qui à ce moment-là interviennent et nécessitent d'adapter le marché de l'entreprise et le programme de travaux. C'est ainsi en toute connaissance de cause que le préfet put autoriser l'ouverture des travaux et la DRAC commandait le plan architectural et technique. Ce plan architectural et technique affinerait encore le plan de restauration et donnerait les éléments pour les appels d'offres qui mettraient en concurrence les entreprises privées. La question du traitement chimique de la pierre, qui était apparue en Europe dans la seconde moitié du XXe siècle, fut au centre de la réflexion de Christian Schmücke-Mollard et de la mission de conservation maximale des pierres qu'elle s'était assignée. Jusqu'à une époque récente, la dichotomie qui existait entre la manière de procéder de l'État et de l'œuvre était un petit peu
pour simplifier, la manière française et la manière allemande. C'est-à-dire qu'en Allemagne, on remplace beaucoup de matériaux. Et c'était ce qu'on faisait également après la guerre en France. Quand un édifice était en mauvais état, on remplaçait les pierres et c'était la solution la seule en réalité qui existait à ce moment-là. Les Italiens qui n'ont pas énormément de pierres, qui ont beaucoup de briques, beaucoup d'enduits, ont travaillé depuis très longtemps sur des méthodes de conservation de ces matériaux et depuis une trentaine d'années ont vraiment mis au point des procédés de reminéralisation sur les pierres, des procédés d'étude des enduits, des joints, des mortiers que nous avons appliqués en France et qui sont des mesures beaucoup plus conservatrices que les mesures de remplacement qui étaient d'usage après la guerre. Cependant, la fragilité du matériau qu'est le grès exigeait une attention très particulière, et la DRAC demanda que toutes les garanties fussent apportées sitôt que l'on prévoyait un traitement de nature chimique. Mandaté par Christian Schmuckle-Moller, le laboratoire d'études des matériaux, LEM, fut chargé de préconiser ou valider des opérations de consolidation. Ce laboratoire, représenté par Stéphane Logel, accompagna tout le travail de restauration. Les pathologies qu'on observe ont bien une origine. Donc en l'occurrence, on s'est très vite orienté vers des problèmes de sel, des sels solubles qui cristallisent en zone subsuperficielle et qui provoquent ces éclatements qu'on rencontre classiquement. À partir de là, on voit bien que la pierre commence à s'effriter. On parle de désagrégation sableuse, c'est-à-dire une décohésion des grains qui s'en vont sous forme pulvérulente. Et donc, à partir de là, on peut effectivement préconiser une reminéralisation de ces pierres. Cette reminéralisation est notamment très importante avant de procéder à des nettoyages. Donc un nettoyage qui souvent chahute un peu la pierre, donc on est obligé de donner un peu de cohérence au grain, de manière à pouvoir intervenir et à pouvoir travailler dessus sans abîmer le support. Les opérations chimiques que l'on mènerait sur le grès seraient donc à la fois un nettoyage et une consolidation, une reminéralisation de la pierre d'origine sableuse qui a tendance à retrouver son état initial. Certaines pathologies, cependant, furent examinées de façon spécifique. Ce fut le cas des encroûtements noirs vernissés, une sorte de plaquage qui noircissait la pierre et dont on pensait qu'il pouvait être causé par la pollution moderne. Les analyses montrèrent qu'il s'agissait en fait de la remontée en surface d'éléments métalliques contenus par le grès qui s'étaient oxydés et avaient noirci. Fallait-il enlever ce dépôt et redonner ainsi à la pierre sa couleur rose ou jaune d'origine ? Tel ne fut pas l'avis de Jean-Didier Merckx du laboratoire de recherche des monuments historiques, pour qui cette couleur sombre était un phénomène naturel qui ne pouvait pas être retiré sans dommage. L'architecte en chef suivit cet avis, mais préconisa une protection systématique de la pierre des ruissellements d'eau qui l'affectaient par la généralisation de couvertures en plomb. Je n'apprendrai pas aux restaurateurs des années 2100 qu'après le grès et le plomb, le fer est le troisième matériau présent sur l'édifice depuis l'origine. D'ailleurs, on ne connaît de façon certaine la date d'achèvement de la flèche en 1439 que par un document attestant la livraison d'une quantité de fer nécessaire au maintien des 4 branches de la croix en pierre sur le fût central. Ce dispositif métallique fut renouvelé dans les années 1830 à l'occasion de la pose du paratonnerre et l'on adjoignit alors, autour du lanternon qui supporte la croix, un triple ceinturage d'anneaux et de barres métalliques pour la consolidation statique. On voit bien ici le dispositif de maintien des branches de la croix. Ces branches de pierre qui sont maintenues par une structure métallique triangulaire avec des horizontales et les cerclages autour du fût. Le cerclage boulonné en très mauvais état, les fers rouillés et cassés, et puis le jour que l'on voit à travers
le fût polygonal et la branche de la croix. Dans le projet de restauration, le même type de joint sera utilisé ici pour remplir le vide qu'entre le fer et la pierre au niveau des points de contact entre les matériaux. L'analyse de ce métal, du boulonnage et des joints s'avéra indispensable. Et tout de suite, il apparut que son excellent état physique autorisait sa conservation en l'état après traitement. La question posée au bureau UCB était une question d'équilibre dynamique et statique de ce corset et de son effet de consolidation de la flèche. Donc le corset est utile, il est nécessaire et le bureau UBC a proposé d'en garder tous les éléments. Le fer était aussi présent dans de nombreuses agrafes métalliques, des broches installées en consolidation entre les pierres et dont la corrosion provoquait l'éclatement du grès. Tous ces décors très fins, hein, donc vous distinguez bien une espèce de balustrade ici avec un profil extrêmement fin. Donc tous ces décors ont dû être scellés parce que seul le matériau n'est pas assez résistant pour se tenir tout seul. Donc ils ont dû la ferrailler. Là vous avez une ferraille quand même d'origine qui est scellée dans sa voisine. Vous avez le joint ici. Les deux ont été resserrés par cette agrafe ici. Cette agrafe a commencé quand même à rouiller. Donc qui dit roue, il dit augmentation de volume. Et là, elle a carrément fait éclater une pierre d'origine très saine. Donc il manque cette partie ici. Donc notre travail va consister à extraire l'agrafe ici, à ne pas déposer les originaux pour ne pas les déranger de leur assise qui a très bien vieilli. Et après de remettre une pièce ici et de mettre une agrafe peut-être en inox. Le dernier matériau était le béton. Dans les années 1930, l'architecte Pierre Paquet, inquiet de constater une zone de faiblesse qui, à son avis, en cas de vent violent ou de séisme, pouvait provoquer des dégâts importants, avait consolidé cette zone vulnérable par des blocs et des barres de béton remplissant les espaces vides. Ce béton s'avéra dans un très bon état et ne nécessitant qu'une intervention légère. Les analyses complémentaires ont permis de voir que la structure en béton armé qui a été mise en place en 1930 n'était affectée que très peu par le vieillissement naturel. On a effectivement une profondeur de carbonatation de 7 mm. Pour un béton qui a maintenant plus de 70 ans, effectivement, on peut imaginer qu'au rythme actuel de la carbonatation, ce béton peut bien encore tenir 200 voire 250 années avant qu'il y ait vraiment un problème au niveau de la structure elle-même. Donc on a effectivement décidé plutôt de changer de technique de restauration de manière à quand même préserver ce qu'il y a autour. On va pas détériorer la pierre pour quelques mètres carrés de béton. C'est des produits qui sont à base d'alcalin. Donc les alcalins qui ont un effet très nocif sur le grès. Donc c'est des sels qui peuvent se former, c'est des sels qui sont expansifs et qui peuvent dégrader sérieusement la pierre. Mais au début du XXIe siècle, la grande nouveauté de la restauration par rapport à celle qui l'avait précédée fut la réflexion sur la statique. Dès le départ, la DRAC demanda à l'architecte en chef de s'intéresser au comportement du monument dans l'éventualité de secousses sismiques, puisque Strasbourg est située dans le sillon rhénan, à proximité d'une faille dont le passé récent avait montré qu'elle était toujours active. Le maître d'ouvrage a décidé à l'origine du projet d'engager une réflexion sur un renforcement antisismique de cette partie de l'édifice, pour savoir s'il était approprié d'apporter un renfort sur cette partie haute de la flèche. Et nous sommes arrivés à la conclusion qu'un renforcement léger pouvait être retenu. Le prestigieux bureau du professeur Croci fut consulté. Ce spécialiste italien avait été appelé partout dans le monde, sur les monuments d'Assise et Pise en Italie, de Dubrovnik en Croatie ou d'Angkor au Cambodge. Il confirma les inquiétudes que l'on pouvait avoir en cas de catastrophe naturelle et préconisa un renfort d'un genre nouveau,
Donc il propose de faire un renfort très léger, mais qui permettra de passer de la partie haute de la flèche jusqu'au niveau du béton en installant deux couronnes dans cette partie-là du lanternon, 2 anneaux ici, de 40 par 35 par 2,5 en inox, d'où partiraient des tiges de renfort, l'une qui sortirait par les ouvertures pour aller dans la partie haute de l'anneau ici, polygonale à la base de la croix, et une autre tige qui descendrait jusqu'au niveau inférieur du béton. Il s'agit de mettre en place des tirants métalliques avec dans des perforations droites ou biaises dans la pierre avec une précision à la fois d'inclinaison puisque la mise en place de ces tirants doit être garante, encore une fois, de la tenue en cas de séisme. Le secret de l'antisismique, c'est garder la continuité des structures. Exactement. Dès que vous avez une rupture dans la continuité, c'est là que ça craque. Or, ce renfort, si léger était-il, fut à l'origine d'une réflexion fondamentale de la conservation des monuments historiques. D'abord sur le côté innovant de l'opération, ensuite sur son bien fondé, puisqu'il ne s'agissait pas de répondre à des problèmes rencontrés, mais à en prévenir d'hypothétiques en modifiant un tant soit peu la structure du monument. Effectivement, il y a eu un débat qui tenait sur la technique mise en œuvre d'une part, mais surtout les éléments de calcul pris en compte pour mettre en œuvre cette technique. Or, nos partenaires, que ce soit le laboratoire central des ponts et chaussées ou le bureau de contrôle que nous avions invité, qui était spécialiste en la matière, et le bureau italien qui a fait la proposition, nous avons donc examiné le projet et discuté sur les éléments de calcul qui ont été mis en œuvre. L'installation du dispositif n'avait donc pas que des partisans. Un débat contradictoire fut donc organisé par le conservateur Petri entre les ingénieurs du bureau central des ponts et chaussées et les professeurs Croci et Macchi. Ce débat a mis en avant des approches assez différentes. D'un côté, on avait un positionnement s'appuyant en grande partie sur le calcul et sur les règlements en vigueur dans les bâtiments neufs. La première remarque, c'est sur le choix du spectre sismique qui a été pris en compte. Puisque la valeur qui a été retenue en ce qui concerne l'accélération maximale est de 0,1 G. Or, si on regarde les règles de construction parasismique qui sont donc applicables depuis 1992 en France. De l'autre côté, le professeur Croci défendait le principe d'une approche prenant en compte la singularité d'édifices aussi complexes qu'une cathédrale gothique, ne fût-ce que par la diversité des matériaux qui y étaient en œuvre. Je viens, mais moi aussi, de mon expérience, j'ai commencé à travailler dans les ponts et dans les bâtiments. Et il était seulement après que je commençais à être toujours plus engagé dans les bâtiments historiques. Mais en effet, la mentalité, c'est un peu différent. J'ai dû changer un peu de mentalité. Et je ne peux pas raisonner avec la mentalité quand je m'occupais des bétons précontraints et des structures nouveaux. Parce que ici, les incertitudes sont des incertitudes qui sont vraiment dans la conception même de ce type de bâtiments et de l'histoire très complexe qu'ils ont eu. Et alors, l'on risque, si l'on cherche la précision, de perdre de vue les comportements d'ensemble, la compréhension d'ensemble du phénomène. Les ingénieurs des ponts et chaussées s'interrogeaient sur l'efficacité du dispositif préconisé. Mais le professeur Croci s'appuyait sur un modèle mathématique très élaboré qui avait mis en évidence une faiblesse consécutive au bombardement de la guerre de 1870. Le dispositif devait consolider définitivement les 20 derniers mètres de l'édifice.
Pour finir, l'inspecteur général Didier Replin invita les participants à l'imagination. Donc là, c'est presque même une demande suppliante, c'est n'appliquons pas strictement des recettes et des choses, mais au contraire, allons extrêmement subtilement dans une réponse de haute couture vis-à-vis d'un problème. En conclusion, la solution technique qui serait retenue prendrait en compte les remarques des deux parties et le dispositif de renforcement serait installé. La réflexion menée sur le sismique fut un bon exemple de l'effort intellectuel et sensible qu'il est nécessaire d'effectuer dans la phase d'études préliminaires aux travaux, ce moment décisif de toute restauration d'édifices classés. Nous ignorons quel regard ton époque portera sur ce renforcement, mais il faut le considérer comme le signe de la responsabilité que ressentit la nôtre d'intervenir au moyen de ses connaissances et de ses intuitions. Les restaurateurs des années 2000, en tout cas, insistèrent pour que toute intervention fût réversible. Et ils prirent l'engagement que si l'on trouvait une solution mieux adaptée dans l'avenir, on put la substituer sans difficulté à celle que notre temps imagina. Si vous voulez, c'est quand même un défi extraordinaire. Là, on essaie de restaurer cette flèche. Bon, la démonstration est assez flagrante. Elle est en conservation et non pas en restauration. Et ça, on va avoir, c'est quasiment, il faut une équipe de conservateurs de chaque pierre et des éléments. Ça, je crois que c'est la philosophie dont on peut retirer derrière, parce qu'il n'y a pas de problème visiblement, il n'y a pas de drame de structure. C'est le seul renforcement qui est fait, c'est la chirurgie extrêmement précise. Et je pense que pour nous, je mets tous ensemble du même côté, maîtrise d'ouvrage, à mon avis, c'est un élément à bien prendre en compte comme analyse de suivi et d'assurance de sécurité. Ainsi s'acheva une phase d'études qui avait duré 3 années. Au préfet de région, lors d'une réunion générale du comité de pilotage, reviendrait la charge de lancer solennellement les travaux. Et c'est ainsi que le 3 mars 2003, en présence des caméras et en dépit de conditions atmosphériques agitées, le chantier commença officiellement. Les artisans de l'œuvre Notre-Dame avaient en charge les travaux de maçonnerie et de pierre de taille, c'est-à-dire tout le travail de taille, de sculpture et de pose décidé par l'architecte en chef. L'œuvre reçut en outre la mission essentielle de conduire les travaux et de coordonner l'action des différentes équipes. C'est dans ce cadre que Christophe Boulle fut le pivot du chantier. Cette première journée fut consacrée à la dépose des 4 branches de la croix de pierre qui étaient maintenues autour du fût central par le corset métallique. Il faudrait démonter partiellement le corset et descendre les lourdes branches sculptées. 3 d'entre elles seraient restaurées en atelier, mais la 4e, beaucoup trop abîmée, devrait être remplacée par une copie. C'est un des 4 lobes de la croix qui se trouve à peu près à 140 mètres sur la flèche. Et donc c'est le seul élément qui va être entièrement changé. J'ai mis à peu près 260 heures, je crois, pour cette pierre. Il fut décidé de restaurer ou de changer en tout environ 600 pièces de dimensions très diverses, de la plus simple à la plus complexe, qu'il faudrait déposer, c'est-à-dire retirer de la flèche, restaurer ou refaire, puis réinstaller à leur place. Au moment où commença le chantier, la moitié des pièces avaient déjà été taillées et sculptées dans les ateliers de la Méno. Ça, c'est toutes les balustrades déjà qui sont stockées en attente de pose. Alors on les a mis comme ça dans des... on les a simplement bloquées dans des râtiers un petit peu. Alors là, il y a déjà une bonne partie. Et puis on a commencé par un deuxième, déjà ici, avec 5 balustrades. Alors les pièces d'incrustement, on a soit des incrustements de balustrade, où on reprend juste un petit morceau de balustrade, des poteaux, et alors plein de petits incrustements de boudins, quoi, des marches. Sinon on a des poteaux aussi, des grands, ça c'est plus l'incrustement, c'est des pièces entières qu'on remplace. Que l'on travaille aujourd'hui ou dans 100 ans sur la cathédrale, on ne peut pas ignorer combien la variété et la complexité des pièces rend le rôle de l'appareilleur essentiel.
C'est lui qui effectue les relevés des pierres sur la flèche et dessine les fiches de celles qui les remplaceront. Il faut pour cela des qualités d'acuité intellectuelle, de précision, mais aussi de sensibilité et les moyens techniques d'imagerie les plus au point de chaque époque. Je travaille au millimètre, il faut être le plus rigoureux, le plus précis possible, tout anticiper, parce que si l'appareilleur se trompe au niveau du relevé, évidemment, il va donc donner une fiche de taille, les gabarits nécessaires pour que le tailleur de pierre puisse exécuter sa pièce. Lui, il suit les indications données sur la fiche de taille et les gabarits, il exécute la pièce. S'il y a une erreur, le moment voulu lors de la pose, ça peut être dramatique. Évidemment, le poseur, le chef de chantier qui s'occupe de la pose et de l'encadrement, bon, lui a ses petites astuces aussi pour rattraper des petites erreurs, mais il gagne un temps très précieux en posant sans avoir à refaire des retailles ou à renvoyer des pièces en atelier qui doivent être complètement refaites, etc., ce qui peut arriver aussi. Le remarquable niveau de ce travail préparatoire de l'appareilleur permit un gain de temps considérable sur le site et dans tous les travaux de taille et de pose. Ceux-ci furent terminés en 1 an et demi à peine, malgré la suspension des travaux pendant l'hiver. La plupart des pièces furent hissées sur la flèche par un système de treuillage. Les plus petites, malgré leur fragilité, ne posèrent pas de véritables problèmes. Mais les plus imposantes demandèrent beaucoup de maîtrise dans leur acheminement jusqu'au sommet. Ainsi les fameuses balustrades. Les pièces aux dimensions les plus importantes qui furent manipulées sur ce chantier des années 2003 furent les 2 énormes dés au baldaquin de pierre, très abîmés, qu'il avait été décidé de changer et de reproduire en atelier. Pour cela, il fallut d'abord extraire les baldaquins d'origine et solidement étayer en attendant la pose des pièces de remplacement. Il y a eu des moments d'angoisse quand même, quand il y a eu des grands morceaux de l'édifice qui se sont trouvés déposés et étayés pour remplacer le grand dé sculpté. Il y a eu un moment, un très grand trou dans l'édifice qui était maîtrisé, hein, mais qui était impressionnant. On ne négligea, bien entendu, aucune garantie de sécurité pour assurer la stabilité d'ensemble pendant l'échange de pièces qui faisaient partie de la maçonnerie, c'est-à-dire de la structure de la flèche. Toutes les pièces furent scellées entre elles par un coulage de plomb. Et d'après les artisans, cette technique, qui existait déjà au Moyen-Âge, on pouvait parier qu'elle serait toujours la plus performante dans 100 ans pour sceller les pierres entre elles. D'ailleurs, c'est tout le travail de sculpture, de taille, de pose et de scellement qui relève d'un savoir-faire au moins aussi ancien que la flèche elle-même. Quand on regarde, il n'y a pas une grosse évolution hein, par rapport aux restaurations précédentes. Hein. Comment dire, les techniques restent les mêmes, hein, si tu veux, mais on a des outils qui sont un peu plus performants, mais la technique en elle-même reste la même. Hein. Même au niveau du treuillage, de la pose des pierres, tu vois, du bardage des pierres, c'est exact. En gros, c'est pareil. Quoi. À part que par exemple, nous, on a du matériel électrique tu vois, qui nous facilite un peu le travail physiquement, mais techniquement, c'est pareil.
Si le travail de taille et de pose était très bien connu des artisans de notre époque, on a vu qu'il en allait différemment des nouveaux traitements chimiques que Christian Schmucke-Mollard avait décidé de mettre en œuvre sur l'édifice. Nous, pour l'instant, on peut enlever quelque chose qui est sur la surface. Donc, on n'arrive pas à enlever la cause. Donc, on ne sait pas si dans 10 ans, ça va continuer à sortir. De toute façon, nous, on fait aussi un traitement de consolidation de la pierre, donc avec du silicate d'éthyle. On a mis au point toujours avec les chimistes avec qui on a parlé. Donc on fait 4 passes de silicate d'éthyle à différents pourcentages. Et on a vu qu'on arrive à consolider la pierre au maximum à 2 cm. Ce durcissement de la surface, ce renforcement, nous semblait redonner à la roche la cohésion nécessaire pour affronter le passage des années et des intempéries. La seule difficulté était l'absence de recul que l'on a sur des traitements chimiques qui ne sont utilisés que depuis une vingtaine d'années et de façon encore plus récente sur le grès. La mise en place de ces procédés restait quand même un domaine très sensible et Clément Kelleter n'était qu'à moitié convaincu. Les nouveaux procédés chimiques qu'on a appliqués, personnellement, c'est des procédés de musée. On met une pièce dans un musée pour les solidifier pour qu'ils ne partent pas en poussière. On refixe les grains de sable. Mais ici, livré aux intempéries, ça, on fait confiance au labo, comme à l'époque, les gens faisaient, si on reparle de l'histoire, chacun fait confiance quand même à des corps de métier qui existent, qui sont là pour ça. Si dans 30 ans, ce n'est pas le cas, il y aura une autre leçon qui sera tirée, qu'on ne le fera plus. C'est comme ça aussi qu'on avance quelque part, je trouve. Donc on a à vérifier si la couche traitée en vaquer OH a perdu de sa porosité superficielle en trop grande quantité. Le choix des produits fut donc effectué avec la plus grande prudence par la société prestataire Eurès, les laboratoires du LEM et le LRMH, sous le contrôle de l'architecte en chef, de la conservation et des inspecteurs généraux. L'avenir seul ferait le vrai diagnostic de l'efficacité de ces procédés. On s'était par contre rigoureusement assuré qu'ils ne nuiraient pas à la pierre. La plupart des produits qui sont utilisés sont des produits qui ne sont pas de conception hyper récente et qui ont été mis en œuvre sur un certain nombre de monuments et dont on a corrigé au gré des progrès de la recherche et de la pratique et de la mise en œuvre, dont on a corrigé les effets négatifs. Donc on peut considérer qu'on ne met en œuvre que des produits pour lesquels on a une maîtrise progressive des effets pervers et que les corrections ont été apportées. Il n'y a pas, on ne fait pas de l'expérience, on va dire, avec des produits neufs et inconnus. C'est toutefois à l'architecte en chef, très vigilante sur ce point, que revint la responsabilité essentielle d'indiquer et de contrôler le niveau d'intensité du nettoyage. Mais à voir par exemple sur un montant là, est-ce qu'on continue un peu plus parce que bon là on a passé très léger, est-ce qu'on va un tout petit peu plus loin ou... Mais vous pouvez aller jusqu'au moment où on sent, les restaurateurs le sentent, ils s'arrêtent eux-mêmes au moment où on commence à toucher la trace du ciseau, il faut s'arrêter. Dès que vous pouvez à mon avis aller plus loin que ça, de toute façon, l'essentiel, c'est de ne pas mettre des consolidants sur des parties qui sont complètement polluées. C'est peu dire que les artisans eurent pour consigne d'opérer avec une grande délicatesse sur les parties à nettoyer.
là on travaille à basse pression pour ne pas abîmer la pierre. Et c'est entre 0,5 et 1 bar. On ne va pas plus près que 25 cm. C'est la licence minimale qui est donnée par l'ONB, en accord avec l'architecte. On ne reste pas toujours à 25. On se met plus loin, on fait un mouvement de balayement pour pouvoir maîtriser mieux le nettoyage. Mais si on va plus près, il y a des risques aussi de faire une tâche plus claire qu'on ne peut pas rattraper. Mieux vaut être un peu plus loin et faire une partie homogène plus grande plutôt que d'être trop près et enlever trop d'un coup. À partir du moment où on commence à voir les pigments de la pierre, on stoppe et on continue sur une autre partie. Il ne faut pas que toutes les parties noires soient enlevées parce que ça enlèverait trop de pierre. Il faut enlever une mince pellicule. Au cours du chantier, les surfaces nettoyées et consolidées voisinaient avec des zones encore non traitées. Le contraste était éloquent. Donc ici, on peut prendre en mémoire là, le morceau de pierre nettoyée là, et puis on le voit avant travaux ici. Voilà, c'était comme ça, c'était dans cet état-là. Donc on voit très bien les croûtes de gypseuse qui étaient existantes ici aussi et qui s'en vont au nettoyage avec le bicarbonate d'ammonium. Christian Schmückle-Mollard aura eu à cœur de maintenir l'unité esthétique de la flèche et fait soigneusement nettoyer le fût sur lequel viendraient reprendre place les 3 branches de la croix restaurées et la 4e refaite à l'identique. De la même façon, elle fit recouvrir d'une patine cette dernière branche neuve pour maintenir l'harmonie colorée de l'ensemble reconstitué. Parmi les parties de restauration les plus significatives de notre temps, figurait celui qui fut pris au niveau des bas-reliefs dits « acclamations carolingiennes », 8 invocations au Christ et à la Vierge, qui avaient pour vocation de protéger l'édifice de la foudre. Ce sont des minuscules gothiques et c'était une formule magique, une formule d'exorcisme qui tenait lieu de paratonnerre. Donc c'était sur les 8 faces, le Christ est roi, le Christ est vainqueur, Christ régnera toujours, etc. Certaines de ces inscriptions étaient très abîmées et parfois illisibles. Que faire ici? On essaie de reconstituer toutes les lettres. Donc si on a des points de repère sur la lettre qui descend, on essaie de refaire tous les traits de façon à redonner une unité à la lettre, d'arriver à lire quand même toute l'écriture. Mais sur des parties qui sont très abîmées, on nous a demandé de faire un travail qui est différent, si vous voulez. On va travailler sur les fonds. Et de toute façon, une fois qu'on a travaillé sur les fonds, on aura les lettres qui vont sortir quand même de la surface parce que vous voyez, on a encore tous les, si vous voulez, on a encore des points de repère pour arriver à lire la lettre. Quelques semaines après la restauration achevée, l'inscription était bien lisible, mais pas totalement reconstituée. Donc que le côté du relief reste ruinesque, c'est une obligation puisqu'il était extrêmement abîmé ce décor. Mais il faut faire comme je vous expliquais, comme on fait dans les peintures murales ou les peintures sur bois. Quand tout est parti mais que le fond est bien lisible, la lettre on la lit, c'est-à-dire que l'œil va la lire juste. Pourtant, en ne reconstituant pas intégralement ces invocations sacrées, ne trahissait-on pas la vocation mystique de l'édifice? Après tout, ces invocations avaient une réalité efficace pour les bâtisseurs. Pour le conservateur, pourtant, les choix sont sans équivoque. C'est un monument qui a une histoire et qui porte les traces de son histoire dans ses parties visibles. Je n'ai pas dit qu'on ne conservait pas de fonction métaphysique à l'édifice. J'ai dit que nous ne souhaitions pas trahir la vérité matérielle de l'édifice en montrant qu'elle a connu une évolution. Ça ne me paraît pas contradictoire avec l'idée que le monument est porteur d'un message métaphysique, historique, patrimonial, etc.
Un parti pris de cette restauration avait donc été de protéger la pierre par des revêtements en plomb de toutes les parties horizontales. En 2004, on ne connaissait pas de protection dont la technique fut à la fois si maîtrisée, l'action si durable et si efficace, et qui fut aussi parfaitement connue depuis tant de siècles. La façon de travailler le plomb aujourd'hui, on la retrouve 300-400 ans en arrière sans problème. Mais installer du plomb sur une flèche gothique a toujours posé des problèmes particuliers. Rien n'est droit, on est obligé d'épouser la forme de la pierre et on est obligé d'adapter les morceaux de plomb par rapport à la forme. Pour Clément Kelleter, une autre question se posait. Pourquoi ce travail de couverture, d'une nécessité évidente, n'avait-il pas été entrepris lors des restaurations antérieures, en particulier dans les années 1930 et 1970, et surtout au-dessus des acclamations carolingiennes si vulnérables? Mais ça me paraissait évident en 70, en 30, qu'il fallait mettre un revêtement, mais aucun ne l'a fait. Là-haut, en 30, ils ont couvert de plomb cette partie-là, la partie ici. Là, ils ont vu qu'il y a des dégâts parce qu'il y a des surfaces planes. Là. Ça, ils l'ont couvert, parce que là aussi, il y avait des dégâts. Par contre, ici, non. Et pourtant, les écrits de l'autre côté, ils ont complètement disparu. Et ils étaient déjà manquants en 70. Et l'archi de l'époque ne s'est pas senti obligé. Il a continué à faire souffrir ces parties-là. J'en sais rien. Franchement, j'en sais rien. Là encore, la restauration fut l'occasion de songer à l'action de nos devanciers et au jugement que porteraient nos successeurs sur notre propre ouvrage, et de prendre conscience de notre place dans cette chaîne humaine que la flèche constituait par elle-même à travers les âges. Le corset métallique en place avait été installé dans les années 1830. Il fallut le déposer par tranches successives et lui faire subir analyses et traitements. La société de métallerie Nuirit fut missionnée par la DRAC. La chose qui nous a tous surpris de façon positive, c'est le fait que ce corset c'est excessivement bien déposé. Je crois qu'on s'attendait tous à ce que ce soit difficile, on soit obligé de couper tous les boulons, etc. Et en réalité, on a vraiment pu tout démonter, pièce par pièce, repérer, etc. Donc ça, c'est vrai que c'est une bonne surprise, qui prouve quand même que finalement, il travaillait bien à l'époque, hein, il faisait les choses bien. Les analyses du métal procédées par le LEM montrèrent qu'il s'agissait d'un fer doux et non d'un acier, et que contenant de très faibles quantités de carbone, il n'avait pratiquement pas été oxydé par le temps. Si on a autant d'éléments de ce corset métallique à l'heure actuelle, c'est que c'est vraiment un fer de qualité. C'est un gage finalement pour continuer avec ces éléments, quoi. C'est une garantie qu'on va pouvoir avoir de savoir que ces fers ils vont tenir dans le temps. Les ceintures de fer se verraient appliquer 2 renforts supplémentaires. D'abord par galvanisation, c'est-à-dire dépôt d'une couche de zinc protectrice, puis par un double passage au thermolacage, une véritable carapace de peinture. Comme prévu lors des études, tout le système de boulonnage fut changé par des pièces d'inox. L'architecte fut vigilante sur ce que, dans le nouveau dispositif métallique, il n'y aurait aucun contact direct du métal avec la pierre. Et là, quand on touche, il faut mettre du plomb. Donc à ce moment-là, on met une bande de plomb à ce niveau-là, derrière. Chaque fois que vous êtes... On a toujours dit ça. Chaque fois qu'on touche, on a une plaque de plomb. Il n'y avait rien derrière. Et c'est pour ça que ça a rouillé. On a trouvé le fer. L'eau coule là. Et à la longue, elle finit par rouiller la face arrière. Donc le plomb va servir pour empêcher la rouille du fer, mais ça ne va pas se produire demain. Le fer va frotter et la peinture va partir, même si elle est laquée au four. Donc soit on a un vrai petit vide de 2-3 mm et l'eau coule, soit on n'a rien et on a une plaque de plomb. Hein? Mais la plaque de plomb, il ne faudrait pas qu'elle soit trop galette. Hein? Non, c'est du 3 mm. Et pour François Nuirit,
le rapport entre eux des artisans au travers des siècles n'était pas une abstraction, ni le regard que ton équipe porterait dans 100 ans sur son travail. J'espère qu'ils vont trouver que c'était un ouvrage bien réalisé, qui s'adaptait parfaitement à la cathédrale. C'est ça mon souci le plus grand. Comme du reste, quand moi j'ai démonté le corset métallique qui a été réalisé en 1870, on a effectivement vu que c'était parfaitement adapté à l'ouvrage. Si le métallier avait pu souligner la qualité du corset qu'il avait eu à traiter, les spécialistes du béton, on l'a vu, n'avaient non plus pas grand-chose à redire aux matériaux mis en place en 1930. Comme Christian Schmuckle-Mollard et Le Lem l'avaient mis en évidence, ce béton était très peu entamé par le temps. Il suffirait de traiter les fers mis à nu par l'usure et de reconstituer les surfaces. Finalement, le principal problème viendrait de la peinture à appliquer à ce matériau moderne qui devrait rester en harmonie avec les pierres voisines. Mais le décapage de l'ancienne peinture, que l'on soupçonnait de contenir des substances toxiques, fut l'objet d'une procédure administrative complexe. Il est vrai que cet aspect très administratif et réglementaire est un point essentiel pour comprendre la véritable réussite d'une entreprise de restauration de cette ampleur et de cette difficulté dans quelque époque qu'on se trouve. De notre temps, au début du XXIe siècle, à Strasbourg, la restauration put s'appuyer solidement sur la conservation des monuments historiques, et en particulier sur cette cellule des travaux et marchés qui suivait avec beaucoup de rigueur toutes les procédures légales, de la constitution d'appels d'offres aux réceptions de travaux finis. Nous fonctionnons avec un financement de l'argent public sur des budgets donc, que nous devons utiliser suivant des règles très strictes de l'application du Code des marchés publics. Donc, dans un premier temps, nous sommes chargés de faire appliquer ces règles-là. Nous sommes, quelque part, le contrôle de l'administration sur les opérations qui vont se dérouler. À la fois, nous devons nous assurer que les opérations sont menées dans le respect du monument et selon un certain nombre de règles qui ont été établies. Le rôle de contrôle de la conservation s'effectuait aussi, tout au long des travaux, lors des réunions de chantier, tous les 15 jours, sur le site même. Comme conclusion à l'étude, ils remettent les bouchons. Ils ont promis. L'ensemble des entreprises sont conviées, le maître d'œuvre mesure l'avancement du chantier au jour le jour. Il y a un conducteur d'opération également qui est chargé de veiller à ce que les interventions se fassent je dirais en bonne intelligence d'un métier à l'autre. Pour les tailleurs de pierre, il y a des préparations en atelier, il y a ensuite un planning de pause qui est organisé. Vous avez celui qui est chargé de faire les revêtements d'étanchéité, donc lui regarde à quel moment on va lui libérer l'espace, etc. Mais au-delà de sa nécessité fonctionnelle, la réunion de chantier est le moment essentiel, celui où tout ce qui pouvait être obscur ou abstrait devient plus clair, où les choix se justifient, où les questions se posent dans la réalité la moins contestable, où l'échange dissipe les ambiguïtés. Tout devient concret, même si des vérifications sont toujours nécessaires. Nous avons quand même des bureaux de contrôle qui viennent pendant la phase constructive et en phase réception, qui viennent s'assurer que ce qui a été mis en place correspond bien aux données techniques qui ont été imposées et vérifiées pour répondre, je dirais, à l'objectif que nous avions. Sur cet échafaudage des années 2004, dans ce décor de pur gothique en plein ciel, il était assez facile, certains matins, de se projeter hors du temps et d'imaginer le travail des artisans du jadis. Car la vie au jour le jour ne devait pas y être bien différente de ce qu'elle fut dans les temps anciens, ni peut-être dans ceux à venir. Il suffisait de changer les costumes, d'oublier le métal de l'échafaudage et l'électricité des outils. Mais pour les artisans, comment ne pas penser aux anciens et aux successeurs, d'autres jeunes gens, d'autres temps, avec d'autres musiques dans le cœur, et la même tâche à accomplir. On travaille sur des pierres qui ont été faites, qui ont été taillées pour la plupart il y a 500 ans, donc forcément on y pense,
Et on essaye de voir comment eux pouvaient travailler, puisqu'ils n'avaient pas la même facilité par rapport aux matériaux qu'on a nous maintenant, quoi, hein, par rapport à l'échafaudage, par rapport aux outillages et tout ça. Quoi. Une pièce posée ensuite, par exemple, sur la cathédrale, elle va durer des siècles. La référence, elle sera la référence du prochain relevé par le prochain appareilleur ou la personne qui s'occupera des relevés. Donc, il ne faut pas oublier les détails, il faut être très, très, très précis. Ce chantier est très intéressant parce qu'il allie finalement plusieurs techniques. La technique ancienne où on restaure la pierre avec les mêmes outils, avec les mêmes techniques que lors de la construction. Mais également on a développé des techniques modernes et technologiques comme des renforts avec des barres de fibres de verre. On a remis un corset antisismique, etc. Donc il y a vraiment eu dans ce chantier une part technologique d'innovation importante. Pour l'équipe dont tu feras partie demain, celle des restaurateurs des années 2100, l'interrogation viendra probablement de la nouveauté de ce renfort antisismique imaginé par le cabinet Crocchi, puis mis en place par les entreprises Nouirit et Rhénophore sur la Flèche. Comme je l'ai dit, ce dispositif n'avait pas été décidé à la légère. Il avait été l'objet d'un grand nombre de discussions techniques, esthétiques, historiques, mais aussi philosophiques. Le professeur Crocchi avait donc imaginé un dispositif de renforcement entre la partie sommitale de la croix et les derniers niveaux de coffrage en béton. Cet ouvrage de béton, en effet, s'il renforçait l'ensemble, avait l'inconvénient d'être un point de rupture possible, puisqu'il rompait l'homogénéité matérielle de la flèche. Le renforcement prévu avait pour objet d'éviter cet effet en donnant du jeu, en quelque sorte, une possibilité de mouvement latéral en cas de séisme, en redistribuant les mouvements et les forces dans des barres métalliques qui unifiaient le béton et la pierre. Le cabinet Crocchi avait donc prévu d'installer un système de 2 couronnes, l'une en haut à la pointe de la flèche et l'autre en bas dans la partie supérieure du béton, puis de relier ces couronnes par des tiges métalliques qui seraient passées tout droit par la pierre. Ce système aurait été installé si les laboratoires du LERM n'avaient procédé à une auscultation des maçonneries au radar. Cette auscultation radar a permis de voir que les zones dans lesquelles on pensait faire passer les barres étaient occupées, si l'on peut dire, par une structure métallique d'origine, c'est-à-dire tout un système de goujonnage qui solidarisait les blocs dès leur installation au XVe siècle. Donc on a préféré reconsulter l'ingénieur, le bureau Crocchi, pour vérifier si on ne pouvait pas passer avec un autre tracé. Ça nous a demandé des études complémentaires. On a trouvé un autre tracé qui est d'une manière plus simple et plus compliquée si on veut. Le tracé est simple, mais passant en dehors de la pierre, il a fallu mettre au point un système de ceinture avec rotule pour relier les barres verticales, les barres d'acier. Faire vos plans d'exécution. Dans la nouvelle formule, donc, les barres, au lieu de relier directement le sommet au béton en traversant la maçonnerie, devaient être relayées, redistribuées à mi-chemin par des rotules, éviter la perforation centrale en passant à l'extérieur du grès et venir se fixer en haut du béton. Ce dispositif modifié était moins destructif. Mais pour certains, comme Clément Kelleter, l'aspect esthétique ainsi lésé était contestable. Il y aura plein de câbles qui passeront à l'extérieur. Mais vu d'en bas, ça sera pas grave. Mais vu sur le site même, c'est quand même des câbles totalement étrangers à l'architecture de base. La simple modification du projet antisismique occasionna un retard de plusieurs mois et des conséquences pratiques dans l'organisation du chantier, en particulier pour le remontage intégral du corset et de la croix. L'opération demanda une très haute précision. On est quasiment au millimètre, quoi, hein. On a fait des gabarits, on a tout relevé sur des gabarits en bois qui ont été positionnés sur des pointes.
On a redescendu tous nos aplombs. Alors là, le but de l'opération, c'est que maintenant on va assembler notre couronne avec tous les boulons. Et puis, à l'aide d'un talent, on va la monter et pour la mettre en place. Mais c'est pas du 22 qui nous faut, c'est du 19. Les percements qui furent effectués pour laisser passer les barres furent eux aussi une affaire de très haute précision qui exigea un matériel d'une grande technicité et spécialement conçu pour les monuments historiques. C'est un matériel qu'on utilise toute l'année, qu'on sait utiliser. Ici, la spécificité a été de créer des mèches spéciales, c'est-à-dire au niveau du diamètre et au niveau de la dentition, pour permettre un bon refroidissement à l'air, compte tenu que nous ferons dans du béton armé à sec et dans du grès qui est une pierre dure et abrasive. Matériel un petit peu spécifique, monté sur un rail qu'on adapte sur site, qui permet donc de ne pas créer bien sûr des percussions sous l'édifice. Tout est par vibration. Vous êtes arrivé au bout là? Ah non, pas du tout, non, j'ai percé une dizaine de centimètres là. Ben là, vous allez retrouver d'autres morceaux de ferraille. Oui, ah oui, parce que là, je passe actuellement, je commence à passer cette partie-là. Hein, oui. Là, vous êtes dans le grès et vous allez retomber sur le bord de la corbeille. À peu près une petite dizaine de centimètres encore de grès et après, je retombe sur la partie de l'autre côté. La mise en tension de l'ensemble effectuée et les bureaux de contrôle ayant validé les travaux, l'État en prit officiellement possession lors de la réception fin 2004. Finalement, ce nouveau système, trouvé presque par contrainte, satisfaisait tout le monde. Cette modification que l'on a fait respect les premiers projets, il était beaucoup meilleur, plus simple. Oui, je pense qu'il permettait effectivement de moins traverser. Oui, d'éviter les trous et d'affaiblir la... Je crois qu'il était utile la réunion que l'on a eue l'autre fois, que l'on a discuté et je crois qu'à la fin ça... C'est-à-dire qu'au départ, on n'aurait pas osé un système aussi minimaliste. Quelle leçon en tirer? Cet ouvrage si spécifique et parfois contesté s'inscrit dans la ligne des interrogations séculaires sur la stabilité de la flèche et de l'instauration des renforts métalliques puis des armatures en béton. Jusqu'où iront les générations suivantes dans la prévention des risques? Comment regarderont-elles cet ouvrage? Est-ce qu'on est moins courageux, malgré les calculs qu'on sait faire entre le poids, l'inertie au vent et tout ça? On estime qu'il faut rajouter des choses. Est-ce qu'il faut faire confiance à l'archi du XVIe siècle ou aux calculs d'aujourd'hui? On sait que les calculs d'aujourd'hui, ils calculent toujours en 20 fois ou 100 fois plus que ça doit tenir. Est-ce qu'on est sur ces calculs? Est-ce que l'architecte de l'époque, je parle de 1439, il était sûr de son coup? Apparemment oui, mis à part la foudre qu'on ne savait absolument pas maîtriser. La tâche principale dans ces problèmes, c'est faire apprendre à les ingénieurs que les calculs dans les monuments historiques, ce n'est pas tout. On ne peut pas suivre les calculs et les codes comme dans les bâtiments modernes et il faut comprendre les structures des monuments anciens, des bâtiments anciens, qui sont des structures très particulières. Il faut connaître les techniques de construction à l'origine et il faut adapter la conception des structures, les calculs, à la connaissance des monuments et des structures anciennes, qui c'est très différent des bâtiments modernes. Quand on voit les dégâts, on parle maintenant du professeur Croci d'Italie, on voit là-bas des basiliques, des églises qui ont 400, 500 ans, qui ont tenu jusqu'à cette époque et qui sont tombées quand même. Alors je pense que c'est par ce genre de point de repère qu'aujourd'hui on se dit elle est tellement précieuse, elle est tellement belle, elle est tellement unique, malgré qu'il y aura des câbles. Si, je suis quand même d'accord. Voilà, mon récit se termine bien qu'il y ait encore beaucoup de choses à dire. Le 28 septembre 2004, donc, le chantier était achevé. Ce fut l'occasion pour ces acteurs de se retrouver sur la plateforme en bas de la tour. Dans l'après-midi, le démontage de l'échafaudage allait pouvoir commencer.
c'est un beau chantier qui se termine de manière relative parce que l'édifice devra toujours faire l'objet de travaux. On a vu que des parties hautes sont tellement soumises à des contraintes que c'est l'objet d'une attention constante. Mais il y a une phase décisive de grands travaux séculaires qui s'achèvent. Et je crois qu'on ne peut être que satisfait de la façon dont les choses se sont déroulées. Tous les acteurs de la restauration, cependant, au moment de se disperser, avaient le sentiment d'avoir été un moment essentiel de la vie de la Flèche. Celui où, une fois par siècle, cet organisme vivant se régénère et demande à l'humanité son énergie, son intelligence et son audace pour demeurer la merveille qu'elle est. Et sans doute ils sont fiers de leur ouvrage. Ils sont aussi conscients que la perfection n'est pas de ce monde et ils attendent une forme d'indulgence de la part de ceux qui monteront avec toi, et le plus tard possible, tout là-haut, avec leurs connaissances bien plus avancées, leurs autres idées, leurs autres préoccupations, leurs autres espoirs et leurs autres musiques. Ce qu'on peut espérer, c'est qu'il n'y ait pas de restauration nécessaire dans 100 ans. Le dernier chantier, gros chantier sur la Flèche, c'était dans les années 30. Et on a tout lieu de croire que notre chantier a été réalisé dans de bonnes conditions, mais que c'est bien effectivement dans un siècle qu'il faudra y revenir. C'est certainement une nécessité, ce n'est pas un objectif en soi. L'objectif, c'est d'intervenir le moins possible. Alors, comment fait-on pour intervenir le moins possible? On ne baisse pas la garde sur la surveillance et l'entretien de l'édifice. En une quinzaine de jours seulement, aussitôt après la pose du nouveau paratonnerre, l'échafaudage fut démonté. De septembre 1999, où avait été décidée sa mise en place, jusqu'à ce mois d'octobre 2004, il se serait écoulé 5 années. Il avait fallu 20 ans seulement pour concevoir et édifier la Flèche. Ces chiffres devraient nous incliner à une forme d'humilité, bien sûr, mais aussi à la fierté de voir que nous avions été capables de maintenir un tel niveau d'attention et de réflexion sur ce monument unique. En tout cas, en ce 28 septembre 2004, parmi ceux qui étaient montés là-haut, je n'étais sûrement pas le seul à penser à toi, comme au maître d'œuvre à la glorieuse épitaphe qui avait édifié la flèche de la cathédrale de Strasbourg. الصلاة